France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors cette semaine, l'Europe est toujours sous le coup des injonctions et manœuvres contraires de la Russie, des États-Unis et même de la Chine, alors qu'elle cherche la voie de l'émancipation et de l'indépendance. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné. Bonjour. Bonjour. Commissaire français chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Alors on va évidemment beaucoup parler de votre stratégie industrielle, mais on va commencer par notre prospérité, si vous le voulez bien. Elle est menacée par des conflits sanglants. D'abord, à nos portes, l'Ukraine. N'oublions pas quand même, l'Union européenne a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, couvrant ses besoins jusqu'en 2027. Mais le bloc est très divisé sur le rythme de l'adhésion de ce pays. Le chancelier allemand a même laissé entendre qu'il fallait que l'Ukraine concède certaines parties de son territoire pour avoir un futur accord de paix, peut-être une future adhésion. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Bon, d'abord, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. C'est l'engagement qu'on a pris au niveau européen, c'est l'engagement du Conseil, des chefs d'État et de gouvernement, c'est l'engagement également de la Commission financièrement. Et donc on a trouvé les voies et les moyens de pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine sans argent public européen, mais avec un prêt qui est garanti sur des avoirs russes. Je tenais à le dire parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur la question du prêt à l'Ukraine, et qu'il n'est pas question justement d'emprunter et d'endetter les Européens, mais de gager également sur les avoirs russes. Et puis, il y a de l'autre côté la question de l'accord de paix, du retour à la normale, du soutien. Donc ça en passe d'abord par le soutien à l'Ukraine et puis ça en passe également par des discussions. A priori, les discussions sont au point mort, il faut le dire aujourd'hui. Donc il me semble un tout petit peu anticipé de parler de conditions alors même que l'Ukraine et la Russie n'ont pas commencé un dialogue qui permettent justement de mettre sur la table un certain nombre d'éléments. Et sur l'adhésion, on est au clair ? Sur l'adhésion, c'est encore une fois une question qui nous paraît un peu trop anticipée du côté de la Commission. D'abord, il faut regarder les conditions de paix, les conditions de la prospérité renouvelée, les conditions de la reconstruction de l'Ukraine, avec quel rôle peut jouer l'économie européenne également dans la reconstruction de l'Ukraine. Et puis après, on parlera des modalités éventuellement d'adhésion qui sont en réalité très liées avec les garanties de sécurité qu'on doit à l'Ukraine. Alors l'Ukraine qui a convoqué d'ailleurs l'ambassadeur d'Israël mardi 28 avril dans la matinée pour l'arrivée d'un navire fantôme qui transporterait des céréales que Kiev affirme voler dans les territoires occupés par la Russie. Les 27 se sont mis d'accord pour que justement il y ait des droits de douane sur la Russie pour éviter ces vols de céréales. Est-ce qu'il faut sanctionner ? C'est notre politique depuis le début. Les paquets de sanctions se sont multipliés. À chaque fois qu'il y a un trou dans la raquette, la Commission européenne propose, avec les États membres, de compléter le dispositif de sanctions de la Russie. On peut continuer évidemment à regarder les trous dans la raquette et ce qui passe encore autour de ces sanctions. Je crois que la représentante Kaja Kallas aux Affaires étrangères a justement mobilisé l'ensemble des États membres pour avoir une consultation et trouver les voies et les moyens de permettre à l'Ukraine d'éviter ce genre de dispositif et de contournement. L'offensive israélienne au Liban a relancé le débat d'ailleurs sur la suspension de l'accord d'association entre nous, l'Union européenne donc, et Israël. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie poussent et réclament cette suspension ainsi qu'une grande pétition citoyenne. Est-ce qu'il y aura un jour unanimité des 27 sur ce thème ? Que dit la Commission ? C'est pas à la Commission de s'exprimer sur ce sujet-là. La Commission dispose, et donc c'est aussi le mandat des États membres. Il faut un accord, il faut même un accord à l'unanimité sur cette question-là. A priori, il est difficile à obtenir, mais néanmoins, le signal qui est le fait d'avoir mis le sujet sur la table et le signal est déjà un signal de mécontentement d'une partie des États membres. Donc je ne pense pas qu'on arrive à trouver une unanimité. Ce sont aussi les États membres qui poussent cette proposition, qui doivent chercher à convaincre leurs collègues au Conseil européen. Et la Commission disposera. En tout cas, s'il y a une unanimité pour revenir sur cet accord, et on y reviendra, à ce stade, ce n'est pas le cas.
Alors, Stéphane Séjourné, comme chaque semaine, nous allons vous proposer tout de suite quelques nouvelles choisies de l'Union européenne. C'est l'Europe en bref avec Aline Bottin. Une définition du viol harmonisée fondée sur la notion de consentement, c'est ce qu'ont voté les eurodéputés sous les applaudissements. Il y a 2 ans, l'Union européenne avait adopté son premier texte pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais malgré de longues négociations, elle avait échoué à intégrer la question du viol, faute de consensus sur sa définition juridique, bloquée notamment par la France. Feu vert du Parlement pour une version plus ambitieuse du projet de budget pour la période 2028-2034. Il présente un cadre financier pluriannuel supérieur de 10% à la proposition de la Commission. Pour éviter toute réduction budgétaire, rembourser la dette et ne pas imposer de contributions supplémentaires aux États membres, nous proposons de doter le budget de l'Union de ressources propres. Et nous avons 3 nouvelles idées, monsieur le commissaire. Une taxe sur le numérique, une ressource propre issue des jeux en ligne et des jeux d'argent, ainsi qu'une ressource propre issue des transactions en crypto-monnaie. Plus d'argent pour ne pas avoir à diminuer, comme dans la proposition initiale, les aides à l'agriculture, aux régions et au social, et pour augmenter les financements pour la recherche, la défense ou encore Erasmus. Le projet doit maintenant être négocié avec les États membres avant d'être adopté. Pékin hausse le ton. La Chine menace de riposter si l'Union européenne adopte son projet d'accélérateur industriel sans tenir compte de ses intérêts. Porté par Stéphane Séjourné, ce texte introduit un principe clair, la préférence européenne. Objectif, orienter en priorité les financements publics vers une production locale dans 3 secteurs stratégiques, les industries énergivores, l'automobile et les technologies propres. Pour Pékin, ces mesures sont jugées discriminatoires envers les entreprises chinoises. Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne. Parlons de votre fameux projet de loi sur l'accélération industrielle que vous avez présenté le 4 mars et examiné par les États membres et le Parlement européen pour voir l'industrie remonter à 20%, comme elle était d'ailleurs en 1990, contre 14 aujourd'hui. Il doit y avoir, selon vous, préférence européenne pour les marchés publics, des contrôles accrus sur les investissements étrangers. Tout à fait. Le constat, il est assez clair. On est inondé de produits chinois sur le marché européen, souvent dans des secteurs qui sont clés et qui sont stratégiques, avec des dépendances qui ne sont pas aujourd'hui acceptables au vu de la géopolitique, des incertitudes que nous vivons. Et donc que ce soit sur les matières premières critiques, que ce soit sur l'automobile, où un certain nombre de producteurs et de constructeurs automobiles produisent des véhicules qui sont subventionnés, que ce soit sur l'acier, également. Il n'y a pas d'État sans acier, il n'y a pas de défense nationale sans acier. Sur toutes ces questions-là, on propose de rajouter une clause de préférence européenne pour aussi faire vivre nos industries européennes, françaises, allemandes, polonaises, pour ce qui est des grands constructeurs par exemple ou les grands producteurs d'acier, et éviter que cette industrie justement disparaisse dans les 5-10 prochaines années si nous ne faisons rien. Et puis de l'autre côté, nous avons les conditions d'investissement étrangères. Ça, c'est les conditions d'accès au marché, en réalité, européen. Ces conditions sont très strictes du côté chinois. Ils nous obligent, en quelque sorte, à avoir, pour un partenaire européen, d'avoir un partenaire chinois, de faire du transfert de technologie, de faire également de la recherche et du développement en Chine. Et donc, on propose de remettre, en quelque sorte, à niveau ces règles, en nous dotant, y compris, de règles sur les investissements étrangers en Europe, qui exigent du transfert de technologie, qui exigent aussi un partenariat avec nos industries européennes. C'est en quelque sorte remettre aux standards internationaux un marché de 450 millions de consommateurs qui est l'Union européenne, avec des marchés comparables comme les États-Unis ou la Chine. Mais la Chine ne le prend pas bien. Elle n'aura d'autre choix que de prendre des contre-mesures si l'UE ose le Made in Europe, justement, dans les secteurs stratégiques. Est-ce que vous craignez une guerre commerciale avec Pékin ? Bon, d'abord, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas contre la Chine, nous ne le faisons pas contre les États-Unis, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons pour réduire nos dépendances stratégiques. Nous le faisons aussi pour garantir aux États membres l'ensemble des industries qui sont nécessaires à leur souveraineté énergétique pour ce qui est des clean tech, que ce soit dans le panneau photovoltaïque comme l'éolien, mais aussi dans le nucléaire. On s'est réveillé un peu tard quand même sur l'éolien et le photovoltaïque. Oui, on a pris du retard, mais ça ne veut pas dire maintenant, parce qu'on a pris du retard, qu'il ne faut pas agir aujourd'hui.
Et donc, on agit pour nous-mêmes dans le cadre de notre marché. Maintenant, on aura probablement des discussions avec le gouvernement chinois, comme on en a avec l'ensemble de nos partenaires étrangers. Mais l'intérêt de ces dispositions et de cette nouvelle réglementation, c'est de créer la demande en Europe, de sauvegarder nos industries et y compris les emplois qui vont avec, avant de se fâcher avec les Chinois. La Chine reste un partenaire commercial, mais il faut rétablir une forme d'équilibre de nos relations, sinon on dérivera vers plus de dépendance de la part des Européens. Mais Stéphane Séjourné, justement, il va falloir faire passer aussi au niveau des États membres cette idée de préférence européenne. La France, l'Italie, la Pologne jugent que la proposition de la Commission européenne ne va pas assez loin. Et inversement, Berlin, Stockholm, La Haye, ils veulent au contraire que cette préférence européenne soit moins contraignante. Ils redoutent beaucoup les mesures de rétorsion. Bon, d'abord, si j'en crois l'analyse du gouvernement chinois, a priori, ça a un impact. J'ai lu beaucoup de choses sur le fait que ça aurait peu d'impact ou sur le fait que le texte n'était pas assez ambitieux. A priori, ce n'est pas l'analyse qu'en font nos partenaires économiques. Donc, ce texte-là aura probablement un impact économique pour nous-mêmes. Et puis une discussion commerciale que nous devons avoir. Je crois qu'il faut sortir un peu de la naïveté. On utilise souvent ce mot au niveau européen, mais sur le volet commercial, c'est très clairement ce qui s'est passé depuis les années 90. On a un marché européen qui est très ouvert, un marché européen qui est très concurrentiel, des marchés publics qui sont passés par les collectivités, les États membres, qui correspondent à peu près à 15% du PIB. Européen. C'est presque 2000 milliards d'euros de dépenses publiques chaque année et qui vont aussi vers des entreprises, vers de l'innovation étrangère. Alors qu'on peut favoriser dans certains secteurs stratégiques pour nous l'entreprise européenne et les capacités d'innovation avec la mobilisation de l'argent public aussi européen. Je dis juste une chose, je dis qu'à partir du moment où l'argent des Européens est employé, il s'agit d'aides d'État, qu'il s'agisse de marché public, qu'il s'agisse pour une voiture, d'un super bonus de la part des États, à partir du moment où l'argent public est engagé, il faut une clause de préférence européenne pour nos industries européennes. D'ailleurs, l'automobile fait partie des secteurs visés, vous l'avez dit, 70% des composants locaux, en plus d'une batterie de fabrication européenne, c'est nécessaire, et on ne financera pas d'ailleurs les électriques chinoises. C'est l'idée quand même, depuis le début du mandat de votre commission, 220 000 emplois ont été détruits dans l'automobile. Comment la relancer ? Si on en suit les courbes que nous avons à la Commission et les tendances, très clairement, on produit à peu près 12 millions de véhicules en Europe. D'ici 2035, on n'en produira plus que 9 millions. Et la part des composants européens dans ces 9 millions de véhicules en 2035 qui pourraient être produits passerait de 80% à 50%. Vous voyez l'état du bouleversement du marché. Donc il faut faire quelque chose d'un point de vue, y compris de la concurrence déloyale. Donc on a proposé, quand il s'agit d'argent public encore une fois, et quand il y a des primes à l'achat pour les véhicules, notamment les flottes professionnelles, qui sont achetées par les entreprises pour les particuliers, mais surtout pour les employés, souvent des entreprises en question, qu'il y ait l'obligation d'acheter un véhicule qui a un minimum de 70% de composants produits en Europe. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné, garder 50% du marché, qui est à peu près les flottes professionnelles, sous le giron d'une production européenne. Alors justement, parlons de ce secteur automobile qui représente encore 14 millions d'emplois en Europe. Il est particulièrement important en Allemagne, bien sûr. Construire de l'équipement militaire pour sauver les emplois dans l'industrie automobile, c'est un changement qui est déjà opéré par certains outre-Rhin. C'est une option, c'est au programme d'ailleurs ? D'abord, c'est une bonne idée, puisque ça montre aussi la flexibilité de ces industries qui ont des technologies, qui ont des savoir-faire et qui sont capables également de les mettre à disposition d'un autre secteur, en l'occurrence le secteur de la défense. Et donc, ça nous permet de sauvegarder les emplois, ça nous permet de sauvegarder les savoir-faire, ça nous permet d'avoir du transfert de technologie entre l'appareil de défense et l'industrie civile également, dans ce sens-là.
Donc oui, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, dans cette période compliquée pour le secteur notamment de l'automobile. C'est de bons exemples, mais l'Allemagne est un cas particulier qui a investi énormément pour rattraper son niveau, notamment dans le matériel de défense. Et donc il fait fonctionner son industrie civile. Je crois qu'un certain nombre de pays, la France notamment, est en train d'y réfléchir, notamment dans la montée en charge et dans l'augmentation du budget. Je pense que c'est une solution aussi pour garder nos emplois et garder nos usines sur le territoire. Les accords de commerce, accords entre l'Union européenne et le Mercosur qui s'appliquent provisoirement au 1er mai 2026. La Pologne va d'ailleurs déposer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'accord aussi avec l'Australie, avec un volet agricole qui inquiète à nouveau les agriculteurs. Vous appartenez d'ailleurs à ce pays, la France, qui est hostile à ces accords, en particulier avec des implications donc pour l'agriculture. Est-ce que l'Union européenne, qui est capable de négocier ces grands accords ambitieux à l'échelle mondiale, elle peine à assurer leur acceptation interne? Bon, d'abord, ce pilier des accords commerciaux, il participe à notre stratégie globale d'adapter notre modèle économique européen au nouveau contexte géopolitique. Et il faut le voir comme ça. On a un certain nombre de dépendances à l'exportation et à l'importation de certains marchés. À l'exportation sur le luxe, le vin, les spiritueux par exemple, sur le marché américain. Et on l'a vu dans la discussion entre les États-Unis et l'Union européenne, à certains moments, ce sont des secteurs qui sont vulnérables. Puisque si les États-Unis décident de mettre 200% de droits de douane sur le vin et les spiritueux, ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui peuvent disparaître en France. Donc il nous faut des accords commerciaux pour diversifier ces secteurs d'exportation et donc aller chercher d'autres marchés pour réduire la part d'influence des marchés américains et des marchés chinois à l'importation sur les matières premières que je vous évoquais, sur les dépendances que nous avons, les dépendances structurelles. Ça fait partie d'un des piliers. Ce n'est pas le seul pilier. On a le marché intérieur avec 450 millions de consommateurs, on vient d'en parler, qui est important, qu'il faut renforcer. Il faut retirer les barrières réglementaires entre nous pour pouvoir lui donner du corps. Et puis, il y a la politique industrielle, on vient également d'en parler, avec moins de naïveté et le Made in Europe. Il faut faire les trois. Merci Stéphane Séjourné d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.